Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Notre sujet du jour mêle les secteurs de l'agriculture et de l'énergie, de l'économie aussi. Il s'agit de la méthanisation. C'est une pratique qui se développe en France depuis les années 2000, qui consiste à valoriser des résidus agricoles ou de l'agro-industrie, ce qu'on appelle la biomasse, pour produire une énergie renouvelable, le biogaz. Les méthaniseurs, vous les apercevez sans doute dans certaines campagnes. Ce sont de grosses cuves cylindriques avec des couvercles en forme de chapiteaux. C'est une filière en expansion. Entre 2000 et 2017, l'énergie ainsi produite a été multipliée par 4. En France, la filière de méthanisation a atteint à peu près 1500 unités de production au 1er janvier dernier. Le développement de cette filière pose de nombreuses questions. C'est plus complexe qu'il n'y paraît, comme souvent. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la méthanisation, c'est l'objet de cet épisode de Cap sur la transition avec Jeanne Cadiou, chercheuse en sociologie et agronomie sur la méthanisation agricole. C'est parti. Bonjour Jeanne Cadiou. Bonjour. Ma définition de la méthanisation était succincte. Expliquez-nous d'abord comment ça marche. Alors la méthanisation, ça consiste à transformer des cultures, des résidus agricoles ou des déchets pour produire une énergie renouvelable. Et donc cette biomasse fermentée conduit à la production d'un biogaz valorisé en électricité ou en gaz. Et donc à l'issue de la fermentation, on a un reste qu'on appelle le digestat, qui est une sorte de bout de biomasse digérée et riche en azote, qui peut servir notamment à fertiliser les cultures. Alors, utiliser des déchets issus de la biomasse pour produire du gaz renouvelable, sur le papier, c'est gagnant-gagnant. Oui, absolument. Et différentes promesses entourent le développement de la méthanisation. Donc, une première, c'est le recyclage de déchets ou de résidus agricoles pour produire de l'énergie. Une deuxième, c'est justement cette production d'énergie renouvelable décarbonée. Une troisième, c'est que la méthanisation permet aux agriculteurs d'avoir un nouveau revenu sur leur ferme. Et la quatrième promesse, la promesse agroécologique, dit que la méthanisation permettrait le développement de pratiques agroécologiques sur les fermes. En 2 mots, le biogaz représente quelle proportion de la production d'énergie ou de notre consommation d'énergie aujourd'hui ? Alors début 2021, la production totale de biogaz correspondait à peu près 1,5-2% de la consommation totale de gaz naturel française. Et on a des objectifs précis ? Oui, donc d'ici 2030, dans la politique publique, on a un objectif de produire entre 7 et 10% de gaz renouvelable en France. D'accord. Il faut peut-être préciser qu'il y a plusieurs manières de faire. Techniquement, il existe 2 filières de valorisation de cette énergie. Vous pouvez nous expliquer brièvement ces 2 filières ? Oui, donc on distingue la branche injection et la branche cogénération. Donc concrètement, dans la cuve de méthanisation, il y a la production d'un mélange gazeux de biogaz et le résidu de la fermentation qui est le digestat. Et donc ce mélange gazeux, si on le brûle, on peut produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Au contraire, si on épure ce mélange gazeux, on va en retirer seulement le biométhane. Et donc ce biométhane, après, il va être injecté dans le réseau de gaz. C'est la filière injection. D'accord. Et ce ne sont pas les mêmes usages énergétiques, vous l'avez dit, mais ce ne sont pas non plus les mêmes infrastructures. Oui, puisque le biométhane, il est injecté dans le réseau de gaz. Il est aussi produit dans des installations en moyenne un peu plus grandes, qui nécessitent des investissements plus élevés, mais qui sont aussi plus rentables pour les agriculteurs. Et donc l'injection nécessite aussi globalement de consommer plus de matière pour produire du biogaz. Ouais. En quoi la méthanisation peut-elle favoriser l'agroécologie ? C'était le 4e point, la 4e promesse que vous citiez. Donc, en agriculture, on peut identifier 3 grands arguments qui font de la méthanisation un levier vers des pratiques agroécologiques. Le premier concerne la gestion de l'azote. Donc, la méthanisation pourrait permettre de diminuer la consommation d'azote de synthèse en le remplaçant par le digestat pour fertiliser. Deuxième argument concerne la biodiversité. La méthanisation pourrait permettre de développer des nouvelles cultures dites intermédiaires sur les fermes. Et ces cultures intermédiaires augmenteraient la biodiversité des rotations et permettraient aussi de stocker du carbone dans les sols. Et une troisième idée, c'est que la méthanisation, elle pourrait faciliter la transition plus globale des exploitations agricoles
vers des modes de production plus durables, comme par exemple l'agriculture biologique. Mmh. Quand on entend, ces 4 promesses, le fait aussi donc que le digestat puisse apporter aux cultures l'azote dont elles ont besoin à la place d'intrants ajoutés, que la méthanisation peut favoriser la biodiversité, des rotations des cultures, on se dit: «C'est formidable». Évidemment, comme toujours, c'est pas si simple. Dans les faits, la méthanisation, c'est clivant. On entend beaucoup de critiques, de résistances. Oui, des résistances, notamment environnementales, qui remontent des territoires, mais qui s'expriment aussi au sein d'associations, Ouais. d'institutions publiques, d'entreprises. Donc ces critiques, quelles sont-elles? Une première concerne la pollution, de l'eau et de l'air. Dans les faits, la substitution de l'azote synthétique par le digestat n'est pas si évidente pour tous les agriculteurs. Donc quand les plantes ont besoin, d'azote au printemps, les sols sont souvent trop humides pour pouvoir, supporter le transport de grands volumes de digestat qui pèsent lourd. Mmh. Donc épandre du digestat n'est pas toujours possible. Épandre du digestat, ça demande aussi du temps, plus de main-d'œuvre que si les agriculteurs fertilisaient à l'azote minéral. Donc finalement, bien utiliser le digestat au bon moment nécessite des ressources, que les agriculteurs n'ont pas tous sur leur ferme. Et à l'inverse, s'il était pendu à une autre période de l'année, ça peut être néfaste. Oui, donc si on l'épand à l'été ou à l'automne, lorsque les plantes consomment moins d'azote, Mmh. cela peut polluer les cours d'eau, les nappes phréatiques et donc du coup finalement être néfaste pour l'environnement. 2e critique, souvent exprimée, ce ne sont pas que les déchets d'exploitation agricole qui nourrissent les méthaniseurs et ces méthaniseurs, ils sont gourmands, ils sont de plus en plus nombreux, donc il faut de plus en plus de matière, de biomasse. Oui, donc concrètement, pour être rentable, un méthaniseur, il doit digérer suffisamment de biomasse dite méthanogène, donc qui Ouais. produit beaucoup de biogaz. Parmi les biomasses méthanogènes, on a les déchets issus de l'agro-industrie, mais on a aussi les cultures comme le maïs ou le seigle. Donc le problème, c'est que la disponibilité des déchets de l'agro-industrie, elle varie et ces dernières années, elle a plutôt tendance à se tarir. Elle fait l'objet de concurrence sur Oui. certains territoires. Et donc, certains agriculteurs vont avoir tendance à se retourner vers les produits comme les cultures pour mettre dans leur méthaniseur. Il n'y a pas des limites fixées par, la loi, la réglementation sur le nombre de cultures qu'on peut mettre dans un méthaniseur? Si, donc en théorie, il y a un seuil fixé à 15% maximal de culture énergétique mis dans le méthaniseur. En pratique, jusqu'à l'an dernier, c'était difficile de faire clairement la distinction dans les champs entre ce qu'on appelait les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les cultures principales. Mmh. Donc l'esprit de cette réglementation n'était pas toujours respecté. L'autre question, qui se pose, Jeanne, c'est de savoir si, le fait d'investir dans un méthaniseur pour un exploitant agricole induit forcément un modèle de production, vertueux, respectueux de l'environnement? Oui, parce que la méthanisation représente globalement de gros investissements sur les fermes. Ouais. Donc un enjeu de son développement, c'est de voir si ces investissements vont entretenir des modes productifs intensifs en intrants, donc pas favorables à l'agroécologie, ou au contraire donner à l'exploitant plus de marge de manœuvre, par exemple économique, pour faire évoluer ces pratiques vers des pratiques durables. Et donc ce que j'ai vu dans mes travaux, c'est que la méthanisation peut se développer au sein de systèmes agricoles assez divers, Mmh. où elle peut dégrader ou améliorer le bilan agro-environnemental. Elle peut aussi conforter des modes de productifs peu durables, notamment à travers le nouveau revenu que la méthanisation introduit, sans favoriser finalement de véritables transformations des systèmes vers des systèmes agroécologiques. Mais la méthanisation, elle peut aussi parfois favoriser la conversion vers l'agriculture biologique, ce qui est pour le coup très intéressant sur le plan agro-environnemental. Donc si ça peut être positif ou négatif, on comprend que le rôle des politiques publiques, est déterminant pour, favoriser finalement la transformation vers une exploitation, plus agroécologique. Oui, et donc notamment en France, la politique de méthanisation a cherché à construire un modèle français durable. Et donc des dispositifs de politique publique ont été introduits pour encadrer les impacts de la méthanisation. Donc par exemple, il y a un seuil de 15% de culture énergétique dont j'ai parlé. Il y a aussi des dispositifs de contrôle, donc par exemple, qui cherchent à limiter les concurrences d'usage ou à favoriser un épandage de digestat durable. Il y a aussi certaines, primes, par exemple comme la prime aux effluents, qui favorisent la production de biogaz à partir de résidus agricoles, donc comme les lisiers ou les fumiers. Est-ce que cette réglementation que vous évoquez pour notamment, contrôler ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que, ça se passe, comme prévu sur le papier? Bah, justement, un bémol, c'est que finalement, ces dispositifs, ils sont assez peu effectifs.
C'est-à-dire que les conditions ne sont pas toujours réunies pour qu'ils soient respectés. Donc un enjeu, c'est notamment que l'administration publique n'a pas toujours les ressources pour suivre la mise en œuvre et le contrôle. Si je vous entends bien, la méthanisation à la française a beau avoir été pensée pour favoriser la transition agroécologique, c'est plutôt les ambitions énergétiques du projet qui prennent le dessus sur les conditions agroécologiques. Oui, en quelque sorte. Et c'est notamment lié au fait que dans les politiques publiques, les enjeux agroécologiques concernent finalement peu les acteurs de l'énergie qui font cette politique publique. Et cette méthanisation est finalement peu débattue par les acteurs des politiques agricoles. Donc les moteurs structurants de son développement, ce sont des dispositifs réglementaires de politique énergétique. Et c'est vrai que vu les enjeux agricoles associés au développement de la méthanisation, il serait probablement intéressant d'en débattre davantage comme d'une politique agricole, même si ce n'est pas certain qu'aujourd'hui, ces enjeux agroécologiques soient mieux portés dans le débat de politique agricole, notamment parce que les acteurs les plus puissants du monde agricole défendent plutôt la méthanisation pour ses promesses revenus ou énergie que pour la promesse agroécologique. Quelles pourraient être les pistes d'amélioration pour que la méthanisation soit un système plus vertueux ? Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de discours sur les effets positifs de la méthanisation, mais il y a assez peu de travaux qui documentent les enjeux réels de ce qui se passe sur le terrain. Donc mieux connaître ce qu'il se passe et les enjeux du développement de la méthanisation pour les agriculteurs. Donc beaucoup parlent de bonnes pratiques, mais peu regardent les conditions de mise en œuvre. Donc je pense que c'est un premier point. Ensuite, je pense qu'il y a tout un travail à mener sur la réglementation, notamment pour qu'elle puisse être à la fois mieux contrôlable et mieux applicable par les agriculteurs. Donc, par exemple, une piste sur l'épandage serait de soutenir l'investissement dans les matériels d'épandage légers qui permettent de faire de bonnes économies d'intrants et d'épandre le digestat. Qui permettent de dépendre le digestat au printemps, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Voilà, mais qui aujourd'hui coûtent quand même assez cher pour certains agriculteurs. Une autre piste encore ? Oui, donc aujourd'hui, on voit que la filière se développe plutôt dans des logiques d'autorégulation, où par exemple, ce sont les enjeux de raccordement des méthaniseurs au réseau de gaz, ou les contraintes de délivrance des permis de construire aux agriculteurs qui déterminent la localisation des projets. On voit qu'avec les concurrences d'usage, il y aura un enjeu pour les autorités publiques à mieux planifier le développement des unités pour mettre en adéquation les gisements réellement disponibles pour la méthanisation et les contraintes des territoires. CQFD, on comprend mieux à quel point les politiques publiques seront déterminantes pour faire de la méthanisation un outil favorisant réellement la transition agroécologique et que ce ne soit pas uniquement une filière énergétique qui ignore ces enjeux. Merci beaucoup, Jeanne Cadieux. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sociologie et agronomie sur la méthanisation agricole. Ça a d'ailleurs été l'objet de la thèse que vous avez soutenue cette année. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les enjeux de la méthanisation. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI I2DRI ainsi que sur LinkedIn, Twitter. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.